Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. L'Afrique, nouvel enjeu stratégique pour la politique américaine. Trump proscrit les visas pour 7 pays africains. Rupture Trump-Musk de l'idylle politique au clash explosif. Dans un contexte de réajustement géopolitique mondial, les relations entre les États-Unis et l'Afrique occupent à nouveau une place centrale dans les préoccupations internationales, alors que des puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et d'autres étendent leur influence sur le continent. Les dirigeants africains se posent la question de savoir si l'engagement des États-Unis sous l'administration actuelle reposera sur un partenariat sincère ou sur des intérêts propres. Comme l'a souligné le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'époque où l'Afrique était instrumentalisée dans les jeux de la guerre froide appartient désormais au passé. Cette réflexion survient alors que l'administration Trump impose des restrictions sévères à certains pays africains. Bien que ces mesures soient justifiées par des préoccupations de sécurité nationale, elles risquent de nuire au soft power des États-Unis et de renforcer les discours de rejet. Un diplomate africain a exprimé clairement cette inquiétude en affirmant « On ne peut pas gagner la confiance en fermant la porte ». Parallèlement, des luttes de pouvoir éclatent aux États-Unis entre Donald Trump et le milliardaire Elon Musk, dont les attaques contre les régulateurs fédéraux et ses critiques publiques à l'encontre du président ont conduit à une confrontation ouverte. Dans un message, Elon Musk a déclaré « Les bureaucrates non élus ne devraient pas avoir le contrôle de l'innovation ou de la liberté d'expression. » Tandis que les investisseurs et les dirigeants de la Silicon Valley, qui soutiennent fortement Trump et Musk, se retrouvent contraints de choisir leur camp dans un climat de division chaotique entre le président américain et l'homme le plus riche du monde. Ce conflit reflète une fracture plus profonde, alors que les gouvernements se retrouvent confrontés à des empires technologiques privés, chacun cherchant à définir l'avenir numérique mondial. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'ambassadeur David Mack, chercheur principal non résident à la Fondation des programmes du Moyen-Orient d'Atlantic Council. Il a occupé le poste de sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient de 1990 à 1993, ainsi que celui d'ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis. Nous avons également le plaisir d'accueillir Léon Skip-Waskin, récemment nommé responsable des opérations au sein de l'International Solution. Fort de 30 ans d'expérience à l'USAID, il a également exercé en tant que coordinateur de l'aide économique et au développement de l'ambassade des États-Unis à Islamabad, où il a œuvré pour aligner l'aide américaine sur les intérêts nationaux et favoriser la stabilité ainsi que la croissance à long terme du Pakistan. En seconde partie, nous serons rejoints depuis le Massachusetts par l'ambassadeur Timothy Carney, un diplomate américain retraité ayant consacré 32 ans à la diplomatie, notamment en tant qu'ambassadeur en Haïti et au Soudan. Comme à l'accoutumée, nous aurons avec nous Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting. Stratège politique, il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors bienvenue à tous et avant d'entamer notre discussion, notre correspondante Shourouk Diab va nous faire un exposé sur les relations américano-africaines. Nous vous écoutons, Shourouk. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi que l'impact de la récente interdiction de voyage, illustrent les tensions croissantes dans les interactions bilatérales. Historiquement, les États-Unis ont entretenu des liens multiples avec le continent, comprenant des domaines variés tels que la coopération en matière de sécurité, le développement commercial et l'aide humanitaire à travers des initiatives comme l'AGOA et les programmes de lutte contre le sida. Washington a progressivement renforcé son influence dans plusieurs pays africains, mais la récente politique d'embargo annoncée par le président Donald Trump a provoqué une confusion diplomatique étendue et menace de compromettre certains aspects fondamentaux de ces relations.
Le 4 juin 2025, l'administration américaine a mis en place une interdiction de voyage affectant les citoyens de 12 pays, dont 7 pays africains. Le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Cette décision s'appuie sur des préoccupations liées à la sécurité, notamment la faiblesse des systèmes de vérification d'identité, les risques d'infiltration terroriste et les allégations de non-coopération de certains de ces pays avec les autorités américaines en matière d'immigration. Cette mesure a suscité de vives réactions dans plusieurs capitales africaines, notamment au Tchad, qui a suspendu la délivrance de visas aux citoyens américains. En outre, l'Union africaine a exprimé ses préoccupations, dénonçant l'impact de cette interdiction sur les étudiants, les hommes d'affaires et les diplomates. Beaucoup y ont vu une continuation de la stratégie de l'administration Trump, centrée sur la réduction de l'engagement américain en Afrique au profit de solutions sécuritaires, au détriment de la coopération politique. Les experts ont mis en garde contre les conséquences directes de cette décision, notamment sur les programmes éducatifs et de santé, en particulier pour les étudiants africains dans les universités américaines et pour les organisations dépendantes des entreprises africaines. Nombreux sont ceux qui redoutent que cette interdiction n'entraîne un recul de l'influence américaine, ouvrant ainsi la voie à des puissances concurrentes comme la Chine et la Russie pour renforcer leur présence sur le continent. En conclusion, cette mesure est perçue par beaucoup comme un renoncement au principe d'un partenariat équilibré entre Washington et l'Afrique et comme un risque pour l'image des États-Unis en tant qu'allié stratégique fiable. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent sur le continent pour demander une révision de cette décision, l'avenir des relations bilatérales dépendra de la capacité des deux parties à surmonter cette crise et à reconstruire un partenariat fondé sur des intérêts et un respect mutuel. بقدرة الطرفين على تجاوز هذه الأزمة الطارئة وإعادة بناء الثقة على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل. Merci Cholo. On commence par Chris Lapetina. Il est bien connu que l'importance stratégique du continent africain et la nécessité de contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine y sont des sujets régulièrement abordés. Alors comment l'administration Trump définit-elle ses priorités stratégiques en Afrique face à cette expansion de l'influence russe et chinoise sur le continent ? Merci Marc. Le rapport présenté par Chorouk s'est révélé véritablement exceptionnel, posant ainsi les bases d'un épisode marquant d'aujourd'hui. Elle a brillamment évoqué nos invités, leur riche expérience au sein des plus hautes sphères de la prise de décision politique en Amérique. Il devient évident que notre émission mérite sa réputation de la plus enrichissante des États-Unis, car elle offre à nos téléspectateurs une analyse approfondie. En ce qui concerne l'Afrique, nous en abordons régulièrement les enjeux, soulignant son importance cruciale, non seulement pour les États-Unis, mais également pour le Maroc, véritable porte d'entrée vers le continent africain. Cela met en lumière la nécessité d'entretenir des relations stratégiques avec Rabat. Les États-Unis ont autant besoin de l'Afrique que d'autres grandes puissances mondiales, telles que la Chine, la Russie et la Turquie, qui cherchent également à renforcer leurs liens avec ce continent. En fait, l'épisode d'aujourd'hui revêt une importance particulière, car nous analyserons les défis auxquels nous faisons face, ainsi que les opportunités et les risques que l'administration américaine actuelle doit affronter, notamment en raison de son incapacité à honorer ses engagements et à exploiter les potentialités offertes par l'Afrique. Tout à fait. Je me tourne à présent vers Skip Waskin. Tout d'abord, félicitations pour votre intégration au sein d'International Solutions. En fait, si nous devions parcourir l'intégralité de votre parcours professionnel et mentionner tous les pays où vous avez exercé, cela occuperait bien plus que la durée de notre émission. Fort de votre expérience, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale, comment analysez-vous l'impact des actions de Donald Trump sur la diminution de l'aide humanitaire et du soutien international? Par ailleurs, quelle est votre appréciation du partenariat actuel entre les États-Unis et l'Afrique, notamment en comparaison avec les années précédentes? Merci Marc, je suis ravi de revenir dans cette émission, un honneur pour lequel je tiens à exprimer ma gratitude. En fait, mon parcours en Afrique a débuté en 1981 dans un pays alors appelé le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. À cette époque, il était manifeste que les pays africains étaient instrumentalisés dans le cadre de la guerre froide. Même un pays comme le Zaïre, sous la direction de Mobutu, était fermement aligné aux côtés de l'Occident. Toutefois, l'influence soviétique et chinoise était également évidente et marquée. Les nations africaines se retrouvaient face à un choix stratégique.
So it was clear that these countries had an option, and it was clear that our assistance to them was part of a greater global strategy. L'aide américaine à ces pays s'inscrivait alors dans une vision géopolitique globale. L'année dernière, après une longue absence, j'ai eu l'opportunité de retourner en Afrique, visitant le Kenya, le Rwanda et le Burundi, des pays mentionnés sur la liste établie par le président Trump. J'ai observé une dynamique radicalement différente de celle que j'avais connue. Dans ces trois pays, j'ai perçu un véritable désir de nouer des liens humains avec l'Amérique, ce qui, selon moi, constitue l'aspect le plus significatif et le plus durable de l'aide américaine au développement. Pour contextualiser, en 2023, les États-Unis ont octroyé une aide de 2 000 millions de dollars à 9 pays africains. Mais que les États-Unis ont-ils reçu en retour ? Comment cette aide a-t-elle contribué à rendre l'Amérique plus sûre et plus forte ? Ce ne sont pas les infrastructures construites, les hôpitaux et écoles créés ou encore les réseaux d'eau développés qui en sont les principaux moteurs. Ce sont les liens humains, les revenus durables, la volonté de ces nations de modeler leur avenir à l'image des États-Unis qui renforcent durablement ce partenariat. Comme l'avait dit le président Reagan, une cité lumineuse sur une colline. C'est cette vision qui rend les États-Unis plus sûrs et plus forts. Aujourd'hui, en minimisant, voire en annulant l'aide que nous apportons, nous perdons de vue l'essentiel de ce que nous avons construit. Nous fermons ainsi la porte à ces nations, à ceux qui, un jour, auront été liés à nous par ces échanges humains. Alors, où allons-nous ? Voilà les personnes avec qui vous pourriez tisser de tels liens durables et profonds. Merci Skip pour ce résumé remarquable de la situation. Nous allons maintenant tourner notre attention vers l'ambassadeur Mack. Excellence, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Cette semaine, nous célébrons vos 85 ans et nous avons l'honneur de vous avoir parmi nous sur le plateau. Alors, votre expérience exceptionnelle au sein du corps diplomatique nous est précieuse et nous vous remercions sincèrement. Comment évaluez-vous les politiques d'immigration actuelles ainsi que les restrictions en Afrique et dans d'autres régions, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et la société civile? Comme l'a souligné Skip, l'impact semble manifeste, n'est-ce pas? Je crains que cela n'ait des conséquences néfastes sur la société civile, un aspect que l'administration Trump semble négliger. Permettez-moi de revenir à mes années universitaires lorsque je rédigeais un mémoire de fin d'études sur les dirigeants du tiers-monde, comme on les appelait à l'époque, qui ont œuvré à l'émancipation de leur pays et sur les possibilités de coopération avec les États-Unis. Mon professeur m'a alors suggéré de me concentrer sur Kwame Nkrumah, le président du Ghana, qui avait passé de nombreuses années aux États-Unis en tant qu'étudiant. Nkrumah est ensuite devenu un allié proche des États-Unis. Un leader dont l'Amérique était fière de compter parmi ses partenaires en Afrique. Et il y avait une raison à cela. Vous avez tout à fait raison. Alors revenons à Skip Waskin. Tout d'abord, je tiens à souligner que vous avez joué un rôle fondamental dans la mise en place d'un programme au Maroc visant à aider des enfants sourds à apprendre la langue des signes. Votre expertise en matière de politique étrangère et d'aide humanitaire est impressionnante, non seulement au Maroc, mais aussi à l'échelle mondiale. Alors comment ces changements impactent-ils les programmes d'échange éducatif? Je fais ici référence aux modifications dans le volume de l'aide internationale d'une part, ainsi qu'à l'évolution de la perception et de l'image des États-Unis et à l'influence de ces facteurs sur les relations internationales. Merci Marc. Tout d'abord, je suis ravi que vous ayez mentionné le programme spécifique au Maroc, à savoir le programme d'éducation inclusive et les activités de formation des enseignants qui illustrent parfaitement le type de programme dont je parle. Ce programme repose sur une immense volonté de collaboration et nous sommes profondément reconnaissants du soutien du gouvernement marocain ainsi que de la famille royale, un soutien qui a été déterminant dans le succès de cette initiative. Je considère cela comme un exemple de programme d'aide qui, bien que malheureusement annulé, a néanmoins eu des retombées positives considérables, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour les États-Unis.
Si nous revenons au cœur de la question que j'ai soulevée concernant les effets de ces changements sur les programmes d'échange éducatifs, je crains qu'ils aient des conséquences extrêmement néfastes. En effet, ces échanges risquent de devenir très limités. La politique de Trump, telle qu'elle a été interprétée, prévoit certaines exceptions, comme celle concernant les Jeux olympiques ou les matchs de la Coupe du Monde. Toutefois, pour les conférences internationales, les panels de discussion et les programmes de formation, les citoyens des 9 pays concernés seront empêchés de participer. Ainsi, la participation au niveau du continent africain sera fortement réduite. Dans l'ensemble, ces événements risquent désormais de ne voir la participation que de certains Africains et cela malheureusement semble inévitable. Excellence David Mack, il est manifeste que le Maroc a adopté une approche humanitaire dans sa politique migratoire, axée principalement sur des partenariats économiques et un partage des bénéfices avec les pays africains. Alors comment analysez-vous ce contraste entre l'embargo américain et l'approche humanitaire du Maroc qui repose sur des bases de coopération économique? Well, I admire very much what the king has done. Je suis profondément impressionné par l'œuvre accomplie par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a su modeler une politique marocaine à la fois stratégique et cohérente, tant avec le continent africain qu'avec les États-Unis. En plus des relations personnelles directes et des échanges de voyages entre le Maroc et les États-Unis, le royaume est désormais devenu une destination touristique prisée par les Américains. Par ailleurs, le Maroc joue un rôle clé en tant que pont entre les États-Unis et l'Afrique, agissant ainsi comme un acteur unifié et stable dans ses relations internationales. Tout à fait. Alors, les États-Unis peuvent-ils encore être perçus comme un partenaire de confiance pour la paix et la prospérité en Afrique, tout en poursuivant la mise en œuvre de leur politique migratoire actuelle? Par exemple, dans le courant de ce mois, le Rwanda et la République démocratique du Congo devraient signer un accord de paix à Washington, D.C., avec l'appui du département de la Défense. Cet événement constituera-t-il une exception ou pourrions-nous assister à une évolution des positions américaines à la lumière de ce dernier conflit? Marc, je pense que l'une des raisons pour lesquelles la décision du président concernant l'interdiction de voyager suscite une telle frustration réside dans son apparente incohérence, surtout après les progrès considérables réalisés. Il convient de saluer le secrétaire Rubio et le président Trump pour avoir réussi à conclure un accord qui aurait été grandement avantageux pour l'Amérique. Toutefois, nombreux sont ceux à Washington qui peinent à saisir la logique stratégique derrière cette décision. Elle semble avoir été prise de manière précipitée, sans analyse approfondie et peut-être pour des raisons politiques étroites. Néanmoins, malgré cela, elle pourrait finir par être bénéfique. Les intérêts de l'Amérique risquent néanmoins d'en sortir affaiblis et cette décision pourrait même entraîner un revers à un moment où nous devons au contraire réaliser davantage de progrès. C'est vrai. En fait, le président Trump a édicté des décrets interdisant quasiment tous les types de visas pour des pays tels que le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, la Libye, la Somalie et le Soudan, tout en imposant des restrictions partielles à d'autres nations comme la Sierra Leone et le Togo. Je vous propose un billet afin de mieux comprendre les implications de cette politique. Le San Antonio Express News a publié un éditorial intitulé « La nouvelle interdiction de Trump refuse de reconnaître les services fournis par les étrangers ». Le journaliste Carrie Clark commence en rappelant que l'Amérique a été fondée grâce aux contributions des étrangers et des inconnus, qu'ils soient devenus citoyens ou non, apportant leur talent au pays sans nécessité de citoyenneté.
Il soulève ensuite la question de ce que deviendrait notre nation si nous rejetions les apports culturels, scientifiques et médicaux des hommes et des femmes venus d'autres pays simplement en raison de leur origine ou de leur apparence. Clark poursuit en indiquant que le président Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux citoyens de 12 pays, l'Afghanistan, le Myanmar, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. L'administration Trump invoque un ensemble varié de justifications sous prétexte de sécurité et d'intérêt national pour justifier cette interdiction. L'auteur rappelle que cette mesure s'inscrit dans la continuité du premier mandat de Trump qui avait déjà imposé une interdiction similaire à 7 pays majoritairement musulmans. À cette époque, Trump avait qualifié certains pays africains et Haïti de, je cite, « pays de merde » et suggéré que l'Amérique devrait accueillir davantage d'immigrants en provenance de pays comme la Norvège. Cette position a été largement perçue comme raciste, à l'instar de la réaction du sénateur américain Ed Markey, qui a déclaré que cette décision ne rendrait pas l'Amérique plus sûre, mais qu'elle servirait plutôt à enraciner le racisme et la haine dans la politique d'immigration du pays. L'auteur conclut son article en soulignant que si l'on se promène dans les rues de San Antonio, une ville façonnée par les contributions de nombreuses cultures, on y trouve des commerces et des entreprises tenues par des personnes originaires des pays mentionnés, des individus qui apportent leurs compétences et leurs talents à un pays qu'ils souhaitent servir et non nuire. Merci. Alors, Skip Waskin, pourriez-vous nous éclairer sur l'impact de la rhétorique de Donald Trump en matière d'immigration, notamment sur la perception qu'en ont les Afro-Américains qui observent ces politiques et tentent d'en saisir les implications? Bon, Marc, je ne prétends nullement être un spécialiste de la politique intérieure américaine ayant consacré l'essentiel de ma carrière professionnelle à l'étranger dans le domaine des relations internationales. Je ne saurais donc m'exprimer au nom d'une communauté spécifique, en l'occurrence celle des Afro-Américains. Toutefois, permettez-moi d'aborder plus largement les répercussions de la politique migratoire sur la société américaine dans son ensemble. Il me semble que lorsque le président Trump s'emploie depuis plus d'une décennie à stigmatiser certains groupes, notamment les immigrés aux États-Unis, deux dynamiques inquiétantes se manifestent. Premièrement, une partie de la population non concernée par cette stigmatisation en vient à percevoir les immigrants comme fondamentalement distincts des véritables Américains. Ce glissement favorise l'idée que ces populations seraient responsables des maux dont souffre le pays, rendant dès lors toute approche sereine de la question migratoire particulièrement difficile. Deuxièmement, comme on peut l'observer dans les rues de Los Angeles, les groupes ainsi marginalisés tendent à réagir, à opposer une forme de résistance à cette rhétorique. Encore une fois, sans me poser en expert des enjeux internes des États-Unis, j'ai le sentiment que ces tensions servent in fine les objectifs politiques poursuivis par l'administration Trump. Bien, je vous remercie. Je cède à présent la parole à l'ambassadeur Mack. Pensez-vous que les politiques de tolérance zéro et les expulsions systématiques mises en œuvre puissent inciter certains États africains à renforcer leurs liens avec des groupements comme les BRICS? L'on observe en effet une présence de plus en plus marquée de puissances telles que la Chine et la Russie sur le continent. Quelles pourraient être, selon vous, les répercussions géopolitiques de ces évolutions? Oui, et je perçois déjà des signaux préoccupants quant à l'influence grandissante exercée par la Russie et la Chine dans plusieurs pays africains. Parmi les États touchés par les restrictions de visa imposées sous l'administration Trump, celui que je connais le mieux est la Libye, où j'ai exercé durant 3 années en tant que diplomate. Je suis bien conscient du rôle déstabilisateur qu'a joué le groupe Wagner, désormais rebaptisé Corps africain par les autorités russes, dans la tentative d'alimenter un conflit armé entre l'Est et l'Ouest du pays. Cette entité est aujourd'hui à l'origine de nombreuses perturbations dans diverses régions du continent, notamment en République centrafricaine.
À mon sens, il s'agit là d'un exemple manifeste d'évolution géopolitique qui stratégiquement ne va nullement dans le sens des intérêts des États-Unis. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons à présent faire une courte pause avant de reprendre le cours de notre échange. Alors restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Son Excellence l'ambassadeur Timothy Carney, originaire du Massachusetts. Monsieur l'ambassadeur, selon vous, en quoi les nouvelles restrictions de voyage imposées par les États-Unis pourraient-elles influer sur les relations diplomatiques avec des pays africains comme le Tchad, la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres États du continent ? Merci Marc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. L'annonce relative à cette liste apparaît pour le moins singulière, tant par son contenu que par sa forme, qui prend la forme d'un document particulièrement lent et détaillé. Une lecture attentive, page après page, révèle qu'elle a manifestement été élaborée en anticipant d'éventuelles contestations juridiques, comme ce fut le cas durant le premier mandat du président Donald Trump, lorsque plusieurs recours devant les tribunaux avaient suspendu l'interdiction frappant certains pays à majorité musulmane. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une mesure qu'il convient à mon sens d'interpréter selon deux grilles de lecture. D'une part, elle revêt un caractère ostentatoire. Elle n'est pas réellement conçue pour produire des effets concrets, mais plutôt pour donner l'illusion d'une action résolue, destinée à rassurer une certaine base politique du président Donald Trump. Il s'agit avant tout de postures comme en témoigne le temps employé dans l'annonce elle-même. À titre d'exemple, il est légitime de se demander combien de ressortissants du Laos ou d'Haïti pourraient véritablement constituer une menace terroriste. D'autre part, cette initiative s'inscrit dans une logique plus utilitariste, voire transactionnelle, caractéristique de la manière dont le président Donald Trump aborde les relations internationales. Elle vise à adresser un signal clair aux dirigeants des pays concernés. Si vous refusez de coopérer avec les États-Unis en acceptant le retour de vos ressortissants expulsés, vous en subirez les conséquences sur le plan migratoire. Plusieurs États figurent sur cette liste, mais si l'objectif réel est de renforcer le contrôle des entrées sur le territoire, il suffirait en réalité que les agents consulaires soient plus rigoureux dans la délivrance des visas. Une telle stratégie ciblée serait bien plus efficace que cette mise en scène. Pour répondre précisément à votre question sur l'impact de cette mesure sur les pays africains évoqués, il ne fait guère de doute qu'elle suscitera dans un premier temps une réaction d'indignation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a d'ailleurs donné un aperçu lors de sa récente entrevue avec le président américain à la Maison-Blanche. Cependant, cette colère initiale risque de laisser place à un sentiment plus profond de frustration, voire de tristesse, face à une politique perçue comme injuste. Mais pourquoi certains pays africains, comme le Tchad et la Libye, ont été soumis à une interdiction totale, alors que d'autres, comme la Sierra Leone ou le Togo, n'ont été concernés que par des restrictions partielles? On peut raisonnablement supposer que cette distinction s'explique en grande partie par un taux plus élevé de ressortissants de ces pays qui demeurent sur le territoire américain après l'expiration de leur visa, en comparaison avec les pays du second groupe figurant sur la liste. Ambassadeur Mack, comment pouvez-vous expliquer cette sélectivité dans l'imposition de l'interdiction qui touche les citoyens de certains pays, tout en épargnant d'autres? Quelle est selon vous l'évaluation de cette tendance? Plusieurs facteurs expliquent la réflexion des décideurs à la Maison-Blanche, non seulement celle du président Donald Trump, mais aussi celle de ses principaux collaborateurs qui ont influencé la politique des visas et les règles qui les régissent. L'un de ces facteurs que nous avons mentionné précédemment concerne le fait que de nombreux étudiants internationaux
après avoir étudié aux États-Unis, choisissent de rester sur le territoire une fois leur visa expiré, souvent parce qu'ils ne souhaitent pas retourner dans des pays instables. Cela peut se comprendre si vous êtes un étudiant originaire du Yémen, de Somalie ou de tout autre pays marqué par l'instabilité. Il est naturel d'être tenté de rester aux États-Unis. Même après l'expiration de votre visa, l'opportunité d'étudier en Amérique est effectivement une chance inestimable. Un autre facteur que nous n'aborderons pas plus avant car il a été largement utilisé et a donné lieu à des accusations de préjugés injustifiés réside dans les caractéristiques raciales des demandeurs de visa. Je ne saurais dire ce qui a traversé l'esprit du président Donald Trump lors de sa rencontre avec le Premier ministre sud-africain, mais il est évident que le racisme est un élément qui influence. Au moins certains des conseillers du président, bien qu'ils n'influencent pas nécessairement le président lui-même. Enfin, les allégations de mauvaise conduite, telles que celles mentionnées par Skip, comme les propos du vice-président J.D. Vance, affirmant que les immigrants haïtiens mangeraient des chiens et des chats élevés par leurs voisins, témoignent de la propagation de récits déformés, éloignés de la réalité. Cela ne fait aucun doute, ambassadeur Skip Waskin. Quelle est votre analyse concernant l'imposition d'une interdiction à certains pays, tout en épargnant d'autres? Je pense que l'ambassadeur Mack a très bien exposé la question. Les deux facteurs qu'il a mentionnés revêtent une grande importance, tant explicitement qu'implicitement dans l'esprit des décideurs à la Maison-Blanche. Permettez-moi de souligner que la liste a été publiée de manière soigneusement élaborée, comme l'a indiqué l'ambassadeur Corney, afin de prévenir toute contestation judiciaire. Cette transparence visait à justifier publiquement l'inclusion de chaque pays sur la liste, avec des explications détaillées sur les critères ayant conduit à ces décisions. Ce qui ressort clairement de l'annonce, c'est la capacité ou la volonté de ces pays à partager des informations et à identifier les citoyens souhaitant se rendre aux États-Unis. Par exemple, des pays comme le Burundi, le Togo et la Sierra Leone, bien qu'inscrits sur cette liste, ont coopéré de manière partielle, sans entraver les efforts américains. Toutefois, il a été précisé que ces pays manquent de ressources suffisantes pour effectuer les vérifications nécessaires sur leurs citoyens ou pour partager des informations à leur sujet avec les autorités américaines. Il est possible que cette situation explique en partie pourquoi les restrictions imposées à ces pays soient moins sévères que celles appliquées à d'autres. Cela soulève cependant un point fondamental. Si le défi consiste à vérifier les antécédents des ressortissants de ces pays ou à partager des informations à leur sujet, il serait peut-être plus judicieux de les soutenir dans ces démarches. Le département d'État américain dispose de programmes éprouvés qui ont fait leurs preuves dans ce domaine et c'est cette approche qui pourrait réellement contribuer à renforcer la sécurité des États-Unis. Bien, revenons à présent au Massachusetts et à l'ambassadeur Kearney. Cette décision pourrait-elle avoir un impact sur les efforts conjoints déployés par les États-Unis et le Maroc dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans les pays subsahariens? En l'absence de l'implication américaine, ces populations risquent de devenir des cibles pour les groupes terroristes en quête de recrues. Ne devrions-nous pas redouter les conséquences sécuritaires d'une telle mesure qui leur fermerait la porte à une coopération cruciale? Je crains que cela reflète effectivement la réalité. Prenons l'exemple du Soudan. L'administration Trump semble avoir opté pour une approche plus proactive, visant à faciliter la reprise des négociations entre les parties en conflit, en collaboration avec les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite. En Afrique de l'Ouest, il y a un sentiment de mécontentement qui s'est installé aux États-Unis face au coup d'État militaire et à l'incapacité des dirigeants locaux à engager des discussions substantielles avec Al-Qaïda au Maghreb et ses groupes affiliés. Certains redoutent que malgré les actions entreprises par les États-Unis,
les autorités en place dans ces pays ne soient pas suffisamment impliquées dans la gestion de la situation actuelle. Excellence Timothy Carney, puisque nous nous adressons aux téléspectateurs marocains, quel est votre avis sur ce pays ami? Quelle est selon vous l'importance de la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc, ainsi qu'avec d'autres nations du continent qui tirent parti de ce partenariat? Marc, je suis heureux de t'annoncer que j'ai récemment eu l'occasion de visiter le Maroc avec mon épouse et quelques amis de longue date. Nous avons exploré Casablanca, Rabat et Fès et passé 2 nuits dans le Sahara. Nous avons savouré une cuisine exquise et avons été chaleureusement accueillis par la population marocaine. Voilà l'image que les Américains se font du Royaume du Maroc. Le nombre de visiteurs américains au Maroc ne cesse d'augmenter. Bien que je n'ai pas consulté de statistiques officielles, il est évident que tous ceux qui ont la chance de découvrir ce pays en reviennent enchantés. À mon sens, les États-Unis devraient entretenir des relations de sécurité solides avec tous les pays africains, soucieux de préserver leur souveraineté et leur indépendance. Ces nations qui peuvent s'appuyer sur leurs relations militaires avec les États-Unis sont en mesure de renforcer leurs forces armées et d'améliorer la sécurité nationale en général. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Alors, avant de traiter le dernier sujet de cet épisode, permettez-moi de vous inviter à découvrir ce compte-rendu qui met en exergue les origines du désaccord entre le président Donald Trump et notre compatriote Elon Musk, ainsi que les conséquences potentielles sur le paysage politique américain si ces deux personnalités ne parviennent pas à apaiser leurs divergences. Ce différend pourrait avoir des répercussions politiques majeures. Le conflit entre le président américain Donald Trump et l'homme d'affaires controversé Elon Musk s'est mué en une véritable confrontation au sein de l'aile droite de la politique américaine. Après une série de critiques réciproques et de déclarations virulentes, il est devenu évident que la relation entre les deux hommes a atteint un point de rupture et qu'elle pourrait ne jamais retrouver son état antérieur. Musk, figure influente dans les milieux de l'investissement et de la technologie numérique, a fermement dénoncé ce qu'il qualifie de bureaucratie non élue qui restreint la liberté d'expression, suggérant que cela se croise avec les politiques de Trump. En réponse, ce dernier n'a pas tardé à remettre en cause les motivations politiques de Musk, affirmant que sa fidélité au parti républicain restait incertaine. Les analystes politiques estiment que l'intensification de ce conflit pourrait nuire à l'unité du parti républicain, particulièrement à l'approche des prochaines élections législatives. Le parti, en quête de consolidation de sa majorité au Congrès, se trouve actuellement déchiré entre la base populiste de Trump et une élite économique et technologique qui perçoit Musk comme un symbole d'innovation et de liberté numérique. Si ce différend persiste, certains redoutent que le Parti républicain ne subisse des pertes aux urnes, perdant ainsi le soutien de certains électeurs indépendants, ainsi que les financements et soutiens médiatiques qu'il recevait de la part du cercle rapproché de Musk. Eh bien, il est désormais manifeste qu'un profond fossé sépare ces deux géants de la politique américaine, à savoir l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde. Chris Lapetina, vous ne soutenez ni l'un ni l'autre, du moins pour l'instant. Toutefois, examinons les origines de cette division entre Donald Trump et Elon Musk. S'agit-il d'un désaccord idéologique, personnel ou stratégique ? Éclairez-nous sur les enjeux sous-jacents de cette situation. Vraiment perturbant, voilà le terme que j'emploie pour qualifier ce qui se déroule, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien que la scène puisse sembler anodine, voire divertissante, étant donné qu'elle implique deux personnalités médiatiques de premier plan,
Elle laisse pourtant transparaître une impression inquiétante d'instabilité en Amérique. Le président Trump avait confié à Elon Musk une mission de grande envergure en faisant l'une des priorités de son administration. Quelques mois plus tard, cette relation s'est brusquement transformée en un conflit public marqué par des accusations mutuelles et des menaces réciproques. La question qui se pose alors est la suivante. Que révèle cet incident sur le sérieux avec lequel l'administration aborde ses priorités? À mon sens, ce qui se passe est préoccupant, non seulement pour nous aux États-Unis, mais également pour nos partenaires comme le Maroc, ainsi que pour nos amis et alliés à travers le monde. Il se demande si le président Trump se comporte de la sorte avec une personnalité influente comme Musk. Comment gère-t-il d'autres enjeux stratégiques d'importance mondiale? Et de réfléchir à la manière dont nos alliés perçoivent un tel comportement. Skip Waskin, Elon Musk contrôle des plateformes d'une influence considérable telles que X, anciennement Twitter, ainsi que SpaceX, qui gère un nombre impressionnant de satellites à l'échelle mondiale. Alors comment exploiter ces plateformes comme des instruments d'influence dans un contexte aussi dynamique? Non seulement elles disposent d'un vaste accès médiatique, mais elles détiennent aussi des atouts susceptibles d'être facilement politisés. Alors comment envisagez-vous l'évolution de ces plateformes dans un tel environnement? Il est manifeste que ces plateformes, et en particulier X, se sont imposées comme des vecteurs puissants de l'expression politique. Et M. Musk en dispose comme bon lui semble. À ceux qui affirment que la plateforme X n'a pas été politisée, je leur dirais qu'ils évoluent dans une vision déconnectée de la réalité. Ce phénomène ne relève pas d'une évolution potentielle, il est déjà une réalité. La véritable question est quelle sera l'orientation future? Musk cherchera-t-il à exploiter la plateforme X de manière encore plus manifeste qu'il ne l'a fait avant son affrontement avec Trump? Bien que je ne possède aucun don de préscience, il semble probable que nous assisterons à une utilisation accrue de la plateforme X pour adresser des critiques plus incisives et affirmées à l'encontre du président Trump. Ambassadeur Mack, vous avez eu l'honneur de servir sous l'autorité de présidents tant républicains que démocrates. Alors comment percevez-vous l'évolution de ce conflit et quelles solutions envisagez-vous pour y mettre fin? Quel est selon vous l'avenir politique du Parti républicain et de quelle manière cette situation pourrait-elle impacter les États-Unis? Mes réflexions m'amènent à évoquer l'ère du gouvernement du président Richard Nixon et les profondes fractures infligées au Parti républicain à cette époque. Je remarque que certains membres républicains ouverts d'esprit et issus des deux chambres du Congrès commencent à exprimer de sérieuses réserves quant à ce que le président Donald Trump a qualifié de grand et admirable projet de loi. Certains relayeront les critiques d'Elon Musk, tandis que d'autres prêteront une oreille attentive aux préoccupations de leurs électeurs concernant la menace que représente cette loi pour les systèmes de santé des personnes âgées et des populations vulnérables. Par ailleurs, certains républicains aspirant à restaurer le Parti républicain dans son rôle traditionnel et ses principes d'antan. Bien, revenons maintenant vers notre chroniqueur Chris LaPetina, qui, je le rappelle, est un stratège démocrate de renom. Elon Musk a été l'un des principaux contributeurs financiers à la campagne de Donald Trump, avec un don d'environ 300 millions de dollars, une somme qui pour lui n'est qu'une simple dépense, mais qui représente une somme considérable pour la majorité d'entre nous. Ce soutien financier pourrait entraîner un déficit de fonds pour les républicains lors des prochaines élections de mi-mandat. Alors comment cette rupture majeure pourrait-elle impacter l'équilibre des pouvoirs? Je suis convaincu que les événements actuels révèlent une faille dans notre système, à savoir l'influence de l'argent politique. Nous observons désormais les déclarations de Trump à l'égard d'Elon Musk et la manière dont il est perçu par l'opinion publique comme une personne ordinaire. La véritable question est la suivante. A-t-il été investi de cette grande responsabilité parce qu'on estimait qu'il était réellement le plus qualifié pour ce rôle ou en raison de ses généreuses contributions financières? Il nous incombe de réfléchir
réfléchir sérieusement au rôle de l'argent dans la politique et à ses implications, notamment en ce qu'il accorde aux plus riches une influence démesurée sur le cours des événements. C'est un message important que nos concitoyens devraient prendre en compte lorsqu'ils suivent la politique américaine. L'argent exerce une influence excessive et mérite une vigilance accrue de la part de chacun. Bien, merci Chris. Malheureusement, le temps nous est compté. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de votre émission depuis Washington et nous espérons qu'il vous a été agréable. N'oubliez pas de soutenir notre programme en consultant nos plateformes Média TV sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons également à découvrir des images exclusives, des coulisses de l'enregistrement sur YouTube et LinkedIn, ainsi que des liens vers les épisodes pour que vous puissiez partager vos avis et commentaires. Je tiens à remercier nos invités, David Mack, Léon Skipwaskin, Timothy Carney, notre chroniqueur Chris Lapetina, ainsi que notre correspondante Shorok Diab. Un grand merci également à notre équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Et pour finir, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode depuis Washington.